Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, à mon tour, je tiens à remercier l'Association du groupe scientifique de médecine de famille pour l'invitation et remercier les laboratoires Servier de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet vraiment d'actualité qui est la prévention contre les accidents vasculaires cérébraux. Et qui dit accident vasculaire cérébral dit d'abord le premier facteur de risque qui est l'hypertension artérielle. Alors, comme vous savez tous, l'hypertension artérielle constitue un véritable facteur de risque cardiovasculaire qui ne cesse d'augmenter. Les dernières statistiques nationales montrent qu'il y a plus de 40% de patients hypertendus qui sont connus, tout en sachant qu'il y a des patients qui sont méconnus, qui ne mesurent pas leur pression artérielle. Et bien sûr, ce facteur de risque, il multiplie par 5 le risque d'accident vasculaire cérébral et multiplie par 3 le risque d'infarctus de myocarde. Alors, pour vous parler un petit peu de la gravité de ce facteur de risque et de ses complications, nous allons étayer un petit peu les statistiques mondiales. Alors, l'OMS, récemment en 2023, elle a donné des statistiques alarmantes en matière des pathologies à travers le monde entier. Et comme vous voyez ici, 30% de maladies cardiovasculaires, ça veut dire le tiers des affections sont représentées par les maladies cardiovasculaires. À côté d'elles viennent les maladies respiratoires, le diabète, les maladies chroniques et d'autres conditions. Et regardez, le cancer, il ne constitue que 14%. Donc, comme vous voyez, les maladies cardiovasculaires constituent une véritable maladie fréquente à travers le monde entier. Et comme vous voyez ici, à l'horizon des années 2048, les maladies non transmissibles donc, constituent un véritable fléau parce que leur prévalence va augmenter. Donc, comme vous voyez sur ces algorithmes, à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, au Sud, donc il y a une augmentation importante de risque de développement des maladies non transmissibles. Et selon ces statistiques mondiales, regardez, à côté des maladies musculosquelettiques, tumorales, regardez, en troisième position viennent les maladies circulatoires. Qui dit maladies circulatoires, ça veut dire les maladies cardiaques et vasculaires. Et notamment, ces pathologies, ils vont entraîner ce qu'on appelle un DALY, c'est-à-dire Disability Adjusted Life Years, c'est-à-dire une réduction de la moyenne de survie qui est secondaire aux pathologies, aux plusieurs pathologies, c'est-à-dire l'espérance de vie de nos patients va baisser à cause de la survenue de ces maladies durant leur vie. Et un élément aussi important, c'est que entre 2000 et 2048, c'est-à-dire dans les années à venir, vous aurez plus de prévalence de maladies non transmissibles. Comme vous voyez sur ces algorithmes, on voit très bien qu'il y a une incidence qui serait élevée. Donc, au lieu qu'il y ait une diminution ou une baisse, il y aurait une augmentation de survenue des maladies non transmissibles. Et surtout, c'est le sujet âgé de 30 à 69 ans. Ça, c'est alarmant. Et bien sûr, c'est un élément qui est très important à connaître. Alors, qu'en est-il de ces maladies non transmissibles? Il faut savoir qu'il y a 7 patients sur 10 qui meurent à travers le monde par jour à cause de ces maladies. Et qui dit maladies non transmissibles, regardez, en premier plan viennent les maladies cardiovasculaires, en second plan les maladies respiratoires, les maladies cancéreuses, le diabète et les maladies mentales. Donc, toutes ces pathologies-là constituent des maladies non transmissibles et qui menacent la survie de nos patients, et les maladies cardiovasculaires viennent en première intention. Toujours dans la prévalence et l'incidence des pathologies et des facteurs de risque cardiovasculaires, regardez, c'est ce diapositive, donc à travers le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et à travers tout le monde, donc des années 90 au 2019, pour les sujets âgés de 30 à 79 ans, regardez la prévalence de l'hypertension artérielle. Alors, la prévalence de l'hypertension artérielle, elle va certainement augmenter, et elle a augmenté, donc, parce que ces statistiques reflètent une durée donc, des années 90 à 2019. Donc, vous avez plus de 20 ans ou de 30 ans d'évolution. Et vous voyez, quel que soit l'âge, aussi bien les hommes que les femmes, la prévalence de l'hypertension artérielle a nettement augmenté jusqu'aux années 2019.
Alors, regardez sur cette diapositive, on voit très bien que 1,13 billion de patients sont hypertendus à travers le monde. Ça, c'est alarmant parce que une femme sur 5 est hypertendue et un homme sur 4 est hypertendu. Et qui dit hypertension artérielle dit atteinte d'organes cibles. Et les organes cibles sont évidents, et vous les connaissez tous, c'est l'atteinte des yeux, l'atteinte oculaire par l'atteinte vasculaire, l'atteinte cérébrale, c'est la survenue d'accidents vasculaires cérébrales, l'accident ischémique transitoire, l'atteinte cardiaque, c'est de l'hypertrophie myocardique à l'infarctus de myocarde, la maladie rénale, donc les néphropathies hypertensives, les maladies vasculaires, macro- et microangiopathie. Donc vraiment, l'hypertension artérielle, elle va entraîner une atteinte de tous les organes, d'où l'intérêt de la prévenir et de la traiter. Alors, à côté de l'hypertension artérielle, il y a un autre facteur de risque cardiovasculaire qui est aussi alarmant, c'est l'obésité. Et regardez cette diapositive, alors à travers tout le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, aux pays de l'Est. Donc, regardez cette prévalence importante de l'obésité qui va augmenter, qui a nettement augmenté, aussi bien que chez les hommes que chez les femmes, et ça c'est très très alarmant. Et bien sûr, qui dit hypertension artérielle, obésité, diabète, donc c'est des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire et qui vont certainement développer ces complications. Donc, à côté de l'obésité, vous avez le diabète. Donc, le diabète, il est très, très fréquent. Donc, les sujets diabétiques qui sont actuellement diagnostiqués à travers donc, le monde, il y a un pourcentage donc, actuel qui varie entre 15-20%. Donc, au Maroc, on se dit qu'il y a 13%, 20%, mais les diagnostiqués. Ça veut dire qu'il peut y avoir des patients diabétiques qui ne sont pas connus et bien sûr qui vont compliquer ce qu'on appelle l'atteinte vasculaire silencieuse, la maladie ischémique silencieuse et faire des complications. Et sur cette diapositive, regardez, à l'horizon de 2048, la prévalence du diabète, elle va doubler, voire tripler à travers le monde entier, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, à l'Est. Donc regardez le diabète qui constitue un véritable facteur de risque cardiovasculaire et qui constitue une maladie artérielle évolutive, il va certainement doubler, voire tripler de pourcentage. Et bien sûr, ça va affecter de façon très importante nos patients. Alors, qu'en est-il du Maroc ? Dans notre pays, alors un élément qui est important à connaître, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Donc nous, au Maroc, l'espérance de vie, elle a augmenté. Regardez, comparativement à la France, dans la moyenne de vie qui est de 82 ans, nous, au Maroc, notre espérance de vie, elle a augmenté. Elle a augmenté de 73 ans en 2019. Donc, ça veut dire plus l'espérance de vie augmente, plus l'âge augmente, plus les facteurs de risque sont fréquents et plus les maladies cardiovasculaires vont survenir. Un élément très important sur les statistiques, regardez que la cause de mortalité, aussi bien les hommes que les femmes, l'accident vasculaire cérébral viennent en deuxième intention. Ça, c'est très alarmant, c'est inquiétant. Donc, à côté de la maladie ischémique et la cardiopathie ischémique qui constituent la principale cause de mortalité, quels que soient les hommes ou les femmes, le stroke ou l'accident vasculaire cérébral vient en deuxième intention. Ça, c'est très, très important à connaître. Alors, et les 10 causes de mortalité au Maroc, quel que soit l'âge, homme ou femme, regardez, dans les années 2000, c'était toujours la maladie cardiaque ischémique en première intention et les top 10 sont toujours à l'horizon de l'an 2019, c'est la même chose, c'est l'accident ischémique cérébral qui est toujours en deuxième plan, c'est-à-dire que sur ces 19 ans, de 2000 à 2019, il n'y a pas eu d'amélioration ou de prévention de survenue de ces facteurs de ces causes de mortalité, quel que soit chez les hommes ou les femmes, et l'accident vasculaire cérébral, il constitue la deuxième cause de mortalité et vraiment c'est inquiétant. Alors toujours au Maroc, quel que soit l'âge, aussi bien les hommes que les femmes, les mortalités toutes causes, première cause de mortalité, c'est les maladies non transmissibles qui constituent quand même 80%.
C'est très important à connaître parce que c'est un pourcentage qui est inquiétant. Ça veut dire que tout ce qui est maladie non transmissible, que ce soit l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies vasculaires, constituent un véritable pourcentage parce que 80% comparativement aux autres pathologies, ça c'est très inquiétant. Et dans ces maladies non transmissibles, comme cause donc aussi de mortalité, quel que soit l'âge, regardez, 60%, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est inquiétant. Donc les 2 tiers de ces maladies non transmissibles, c'est des maladies cardiovasculaires. Et donc, qui dit maladie cardiovasculaire, dit d'abord les facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faut traiter et qu'il faut prendre en charge. Et à côté de cela, vous avez 20% des autres causes. Le diabète constitue 2,3%, mais ce pourcentage, je pense qu'il est sous-estimé. Vous avez les maladies respiratoires et les néoplasies qui ne constituent que 9%. Mais c'est très important de connaître que les maladies cardiovasculaires constituent les 2 tiers des maladies non transmissibles. Alors, et dans ces maladies cardiovasculaires, regardez, les cardiopathies ischémiques, elles constituent quand même presque de la moitié. Donc la moitié, c'est les maladies cardiaques, c'est la cardiopathie ischémique. Mais regardez les affections cérébrales, donc c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, c'est quand même 18%. C'est quand même un pourcentage qui est important à connaître. C'est-à-dire que dans ces maladies non transmissibles, vous avez quand même 18% de patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux. Et comme vous voyez, donc dans les maladies cardiovasculaires, c'est la moitié des cas des maladies non transmissibles et c'est 60% quand même. Et là, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité. Et qui dit première cause de mortalité, ça veut dire une prise en charge dans les soins. Donc, c'est des dépenses de santé. Donc, c'est tout patient qui présente une maladie cardiovasculaire ou accident vasculaire cérébral. Bien sûr, le coût de prise en charge dans les structures hospitalières va être élevé. Et selon l'OMS, c'est une bombe à retardement parce qu'il va affecter la productibilité et le progrès économique dans les pays du tiers du monde. Et ça, c'est très alarmant parce que tout patient qui présente une maladie cardiovasculaire ou accident vasculaire cérébral, il est vraiment très coûteux dans sa prise en charge. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir. Et donc, la prévention cardiovasculaire, elle est très importante parce qu'elle va permettre d'agir sur les facteurs de risque. Et quand on agit sur les facteurs de risque et on les prend en charge de façon correcte et optimale, on va certainement réduire de 50% la mortalité cardiaque d'un pays. Et à l'échelon d'individus, on va certainement améliorer son mode de vie. Et pour améliorer le mode de vie, c'est les mesures régionodiététiques, c'est la réduction des facteurs de risque, c'est-à-dire on va agir sur l'hypertension artérielle en la traitant, on va agir sur les dyslipidémies et certainement en agissant sur ces paramètres-là, on va certainement réduire le risque cardiaque. Et aux États-Unis, j'ai mis ici l'exemple des États-Unis, réduire le sel alimentaire, c'est éviter 1 million d'attaques, c'est une économie de 32 billions de dollars. Et donc regardez, si on agit en amont, en réduisant la consommation de sel et en améliorant le mode de vie de nos patients et on corrige les facteurs de risque, on va certainement faire des économies pour les dépenses de santé. Alors, qu'en est-il de l'enquête nationale qui est effectuée sur les maladies non transmissibles entre 2017 et 2018? Alors, regardez ce rapport national. À votre avis, quelle est la proportion des gens n'ayant jamais mesuré leur pression artérielle? Dites-moi un pourcentage. Les patients qui n'ont jamais mesuré leur pression artérielle. 40%. Et quel est le pourcentage d'hypertendus ne prenant pas d'un médicament pour l'hypertension artérielle? 70%. Regardez, donc ça c'est alarmant. On a 40%, mais 70% ne prennent pas de médicaments. Et là, regardez, pour la prévalence de l'hypertension artérielle, donc on dit que c'est 30%, 40%. La proportion des patients n'ayant jamais mesuré leur pression artérielle, c'est quand même la moitié des cas. Et les personnes ne prennent pas de médicaments, c'est quand même 70%. Donc 40% diagnostiqués, 70% ne prennent pas de médicaments et malheureusement, moins de la moitié sont contrôlés. Et comme vous savez, l'hypertension artérielle, c'est la première cause de mortalité cardiovasculaire au Maroc parce que 63% de décès par maladie cardiaque sont à cause de l'hypertension artérielle.
Et comme vous savez, l'hypertension artérielle n'est pas uniquement seule, elle est souvent associée à d'autres facteurs de risque, particulièrement le diabète qui constitue 43%. Et donc, 3 hypertendus sur 4 souffrent aussi de diabète et de maladies cardiaques. Alors, que disent les recommandations? Si on revient sur les recommandations de la prise en charge de l'hypertension artérielle en 2020, il y a des étapes. Généralement, c'est une association d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique. C'est sur les différents étages. Donc, on commence à des petites doses. Puis, par la suite, si le patient n'est pas aux objectifs, on va augmenter la dose. Sinon, on va associé à une trithérapie. Et sinon, on va penser à une hypertension artérielle résistante et donc d'où l'intérêt d'ajouter un spironolactone. Mais regardez dans ces recommandations, c'est quoi ce D? Ce D, c'est souvent une association un diurétique thiazidique, like diurétique ou bien un diurétique like. Alors pourquoi les diurétiques? Ils reviennent toujours dans les recommandations, même ceux qui sont sont présentés récemment dans l'ESC Guideline de 2024, récemment à Londres en août. Alors, toujours, regardez sur la prise en charge des patients, à côté des mesures régionodiététiques, bien sûr, vous avez le traitement qui se base sur un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone, plus un inhibiteur calcique ou un diurétique. Et là, la même chose, sinon, on va augmenter la dose en associant un inhibiteur calcique plus un inhibiteur du système rénine plus ou un diurétique, et toujours le diurétique dans les différentes étapes dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, regardez cette association. Donc, il est primordial de mettre votre patient sous inhibiteur du système rénine-angiotensine plus un inhibiteur calcique. C'est souvent une bithérapie ou un diurétique. Alors, pourquoi le diurétique? Ces recommandations sont claires parce qu'il est recommandé de baisser la tension artérielle pour prévenir l'AVC. Donc, recurrent stroke, c'est très important. Il faut prévenir l'AVC. C'est par la mise du patient sous inhibiteur du système rénine-angiotensine plus un inhibiteur calcique ou un diurétique like, thiazidique like. C'est une recommandation classe 1 avec un niveau de preuve A. C'est le top, c'est la recommandation de haut niveau. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'il faut baisser la pression artérielle chez les patients qui ont une histoire d'accident ischémique transitoire ou d'AVC pour être un objectif de 120 à 129 mm de mercure. Pourquoi? C'est pour réduire les complications cardiovasculaires et tant que le patient tolère ce traitement. Et c'est une recommandation classe 1 avec un niveau de preuve élevé. Alors pourquoi cette association? Dans ces recommandations toujours, vous avez un inhibiteur du système rénine-angiotensine aldostérone plus un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique ou thiazidique-like parce que c'est une recommandation qui est basée sur des méta-analyses. Et ces méta-analyses ont démontré qu'il y a une réduction de 22% de survenue d'accidents vasculaires cérébrales. Alors pour appuyer cette indication, on va revoir encore les différentes études et différentes recommandations qui sont sorties, notamment les recommandations anglaises, canadiennes et américaines, qui mettent le point sur ce diurétique thiazidique-like, notamment la classe des indapamides ou de chlorthanidone. Comme vous savez, les diurétiques, c'est les diurétiques thiazidiques, c'est l'hydrochlorothiazide. Et il y a ces diurétiques-like, notamment l'indapamide et le chlorthanidone. Sont préférés par rapport aux diurétiques thiazidiques sur toutes ces recommandations. Pourquoi? Parce qu'ils ont une longue durée d'action et ils sont supérieurs pour la réduction des chiffres tensionnels. Et à leur tête viennent l'indapamide. Alors, l'indapamide est la protection contre l'accident vasculaire cérébral. Ceci a été démontré par une méta-analyse publiée par Chalmers. Alors, cette méta-analyse, elle a évalué le bénéfice du traitement basé sur l'indapamide en combinaison, soit avec du pérandopril, pour la réduction de la mortalité et des complications cardiovasculaires. Alors, ces méta-analyses Chalmers, c'est une méta-analyse qui a inclut plusieurs patients de diverses catégories et de diverses démographies. C'est une méta-analyse qui a inclus 4 études, 4 essais cliniques, qui a inclus plusieurs types de patients, notamment sujets âgés, sujets ayant présenté d'accidents vasculaires cérébrales et des études et des patients diabétiques. Alors, ces 4 méta-analyses ces 4 essais cliniques inclus dans cette méta-analyse Chalmers, et elles ont inclus plus de 24 105 patients. Et cette publication
et elle a montré qu'il y a une réduction de mortalité toute cause et des complications cardiovasculaires. Alors, ces 4 essais cliniques, c'est l'étude ADVANCE, c'est une étude qui inclut les diabétiques hypertendus. L'étude IVET, c'est les patients âgés. Et PATS, c'est une étude qui inclut des patients hypertendus après accident vasculaire cérébral. Et l'étude PROGRESS. Alors, on va essayer de les voir ensemble. Donc, l'étude PATS, c'est une étude chinoise qui inclut les patients qui ont présenté un accident vasculaire cérébral ou un AIT sous indapamide. L'étude PROGRESS, c'est une étude après un accident vasculaire cérébral ou AIT qui a inclus les patients sous périndopril plus l'indapamide. Et l'étude ADVANCE, c'est les patients diabétiques avec facteur de risque HTA et qui ont été mis sous périndopril et indapamide. Et l'étude IVET, c'est une étude qui a inclus les patients âgés au-delà de 80 ans mis sous indapamide plus périndopril. Alors, cette méta-analyse, tous ces patients-là étaient hypertendus avec une moyenne de 150 mm de mercure de systolique sur 93 de diastolique. D'ailleurs, ces 4 études, ils sont arrivés aux objectifs tensionnels sous traitement médical avec moins d'effets secondaires, notamment moins d'hypotension et moins de taux. Quels sont les résultats de cette méta-analyse? Regardez, c'est une réduction importante de mortalité cardiovasculaire et mortalité toute cause, notamment dans les 4 essais cliniques, que ça soit PROGRESS, ADVANCE, IVET et PATS, on voit très bien une réduction de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toute cause. Notamment, l'indapamide, soit en monothérapie ou en association, donc dans ces études-là, il a démontré une réduction de 15% de mortalité toute cause, une réduction de 21% de mortalité cardiovasculaire et une réduction de 27% de survenue d'accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est très important. Et ce qui rejoint les recommandations récentes de 2024, une réduction de 22% et réduction de 36% d'accident vasculaire cérébral fatal. Et ça, c'est un point fort de l'indapamide parce qu'il participe à la réduction de ces complications. Alors, à côté de cette méta-analyse Chalmers, vous avez l'association périndopril-indapamide. C'est une association aussi importante parce qu'elle a sa particularité d'agir chez le diabétique obèse avec syndrome métabolique. Et c'est ce qui a été démontré par cette étude observationnelle qui a inclus 4 études, plus de 16 700 patients. Ces 16 700 patients ont été mis sous association périndopril-indapamide. Et comme vous regardez ici, quel que soit le niveau de l'hypertension artérielle, que ce soit un grade 1 ou 2 ou 3, il y a une réduction significative des chiffres tensionnels, particulièrement sur ce profil de patients diabétiques, obèses et syndrome métabolique. Donc, c'est des patients qui bénéficient de l'association périndopril-indapamide en réduisant les chiffres tensionnels. Comme les recommandations le disent, il faut y aller réduire cette tension artérielle à 120-129 mm de mercure. Et comme vous savez, ils sont rares les patients atteints d'hypertension seuls parce qu'elle est souvent associée, parce que les 2/3 de patients hypertendus, ils ont des comorbidités, soit des maladies autres ou les complications de leur HTA, et les 2/3 des patients qui ont des comorbidités sont hypertendus. Donc, c'est lié. Et donc, l'hypertension artérielle, donc sur les patients hypertendus, vous avez plus de 50%, ils ont des dyslipidémies. Et d'ailleurs, vous le constatez dans votre consultation, des patients hypertendus, vous demandez le bilan lipidique et vous trouvez un LDL élevé. 29% sont diabétiques. Donc, vous l'avez constaté, il y a souvent cette association HTA-diabète. Et d'ailleurs, nous, on le constate de plus en plus. Et souvent, c'est des patients qui sont en surpoids ou obèses. Et chez les patients aussi diabétiques, 75% hypertendus, et nous avons nos amis endocrinologues qui vont le confirmer, 30 à 60% ont une dyslipidémie associée et 90% sont obèses. Donc, diabète, HTA et obésité, c'est des patients à très haut risque cardiovasculaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner de bonnes molécules, notamment ici, vous avez l'indapamide et le périndopril, qui vont permettre de réduire de façon rapide et efficace les chiffres tensionnels chez vos patients hypertendus diabétiques jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ça nous rappelle l'étude ADVANCE. C'est une étude qui a inclus des patients diabétiques hypertendus et qui a démontré sur une durée de 4 ans une réduction significative des chiffres tensionnels. Encore 2 minutes, madame. D'accord.
Et donc, avec l'indapamide et le perindopril, vous avez aussi un élément très important, c'est la réduction de récidive d'accident vasculaire cérébral fatal. Et c'est ce que l'étude Progress a démontré, que la combinaison perindopril-indapamide réduit donc le risque de survenue d'AVC de 43%. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment une association qui est très bénéfique. Aussi, l'étude Efficience, qui a maintenant comparé l'indapamide et l'amlodipine sur des patients, plus de 78 patients. Alors, vous avez ici une réduction significative des chiffres tensionnels, quel que soit le grade de la tension, que ce soit grade 1 ou grade 2 ou grade 3. C'est une réduction nette des chiffres tensionnels, l'association indapamide et amlodipine. Toujours l'indapamide et l'amlodipine, vous avez la méta-analyse Rimoldi. C'est une méta-analyse qui a démontré la même chose, que ce soit, donc, qui inclut 4 essais cliniques, ELSA, VALUE et FIVER et COP. Vous avez une réduction nette donc, de la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et ça, c'est très important. Donc, l'indapamide et l'amlodipine réduisent la survenue d'accidents vasculaires cérébraux de 23%. Et donc, c'est une association qui est vraiment très bénéfique. Et pour conclure, vous savez très bien que l'accident vasculaire cérébral est une complication fréquente et parfois elle est fatale de l'hypertension artérielle. Et si elle n'est pas fatale, c'est un handicap pour le patient et pour la famille. Et donc, il faut éviter au maximum la survenue de l'accident vasculaire cérébral sur une hypertension artérielle. Comment? C'est le traitement. Donc, il faut être optimal sur la prise en charge de votre hypertension artérielle, éviter l'inertie thérapeutique, penser aux combinaisons efficaces et optimales pour réduire la survenue du risque d'accident cérébral. C'est ce qu'on a démontré à travers beaucoup d'études. Et il faut savoir que l'indapamide, soit en association avec un inhibiteur calcique ou un IEC, il va permettre d'agir efficacement sur la baisse des chiffres tensionnels. Et ce qui est aussi important, c'est la protection majeure contre l'accident vasculaire cérébral. Je vous remercie. Merci Madame le Professeur. Merci pour les laboratoires Servier d'avoir sponsorisé ce symposium. Alors vous voyez, quand on a parfois des malades au cabinet, on leur dit « Il a mardi, je dois être très. Donc c'est le symposium qu'on vient de voir aujourd'hui. Et le rôle de la prescription du médecin généraliste, et c'est ce qu'on va voir dans l'inertie avec le professeur Rissouni. Alors j'ouvre à l'assistance s'il y a des questions dans la salle. Oui. Le micro, Yahya, s'il vous plaît. Oui. Merci professeur pour cette présentation intéressante. Donc en parallèle à ce que vous avez donné comme conseil pour la prévention, j'ai une petite question pour la conduite à tenir devant des médecins généralistes ou médecins de famille devant les signes préliminaires d'un AVC. Les premiers signes, un patient devant nous qui a commencé les premiers signes d'AVC, quelle est la conduite à tenir en urgence? Merci. En fait, dès que vous constatez des signes cliniques symptomatiques de votre patient qui commence à présenter une dysarthrie ou bien un déficit moteur, il ne faut pas hésiter à l'envoyer rapidement aux urgences parce qu'il installe un accident vasculaire. L'accident vasculaire cérébral, c'est une course contre la montre. Il faut agir. Si le patient vient dans l'immédiat, il doit être pris en charge de façon rapide, soit par une thrombolyse. C'est très important à le faire, mais malheureusement, nos patients ne viennent pas dans les délais et il faut être conscient des différents symptômes pour éviter l'aggravation. Donc, le message qu'il faut adopter, c'est que faire un bon examen clinique, un examen neurologique de votre patient pour détecter la symptomatologie d'un accident vasculaire cérébral qui s'installe. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'envoyer rapidement dans une structure hospitalière. Donc, il n'y a pas de médicaments à donner en urgence le temps qu'il arrive en milieu hospitalier? En fait, ce qui se fait en urgence d'un accident vasculaire cérébral, c'est dans structure hospitalière, c'est la thrombolyse s'il vient dans les délais. Mais malheureusement, les patients qui bénéficient de la thrombolyse qui sont très rares parce qu'ils viennent hors délai. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque d'infarcissement hémorragique. Si je vous dis donner un antiagrégant plaquettaire, donc on ne sait pas l'imagerie, qu'est-ce qu'il y a. Il peut s'agir d'un accident ischémique transitoire dont l'imagerie serait normale dans les premières heures. Il peut s'agir d'un AVC ischémique constitué, donc qui va être mis en évidence par une TDM cérébrale. Mais dans votre étape, il faut envoyer votre patient rapidement dans une structure hospitalière.
Merci, Madame la professeure. Par contrainte de temps, on ne peut pas avoir beaucoup de questions. Donc, on va